Alors là, on se retrouve sur une vidéo très très rapide pour parler de la France et de son rapport historique à la nature, à l'environnement, de manière à traiter un petit peu tout ce qui s'est passé durant l'Ancien Régime jusqu'au XXe siècle pour comprendre la spécificité de la relation de notre pays, entre guillemets, à la nature et à l'environnement. Donc on est face à une nature effrayante dans un premier temps, pendant assez longtemps, durant l'Ancien Régime, hein, si on prend les 16e, 17e siècles. Le monde sauvage renvoie essentiellement à la forêt, à la montagne, sont des lieux d'hommes peu civilisés, de bêtes sauvages, de loups et d'ours qui sont encore présents en France. On retrouve, je vous mets cette vision quand les Français arrivent au Canada, qu'ils appellent les habitants sauvages ou naturels, car ils vivent justement au contact avec les animaux dans les bois. Alors pendant assez longtemps, il y a existé des monastères, des évêchés qui possédaient des forêts, des seigneurs et qui les entretenaient. Mais sous Louis XIV, on a un ministre, Colbert, qui promulgue une ordonnance, celle des eaux et forêts donc de 1669, pour garantir la fourniture en très grands arbres, notamment des chênes, aux chantiers navals qui vont construire la flotte royale. Il faut savoir qu'un grand navire de cette époque-là consommait à peu près 2500 troncs de chênes de grande taille. Alors pour bien comprendre, il ne s'agit pas du tout d'une volonté de préserver la nature, la forêt ou autre, mais bien de préserver une ressource qui est vitale pour construire des navires, afin de faire concurrence aux principaux rivaux de la France à l'époque, donc les Pays-Bas, les Provinces-Unies et l'Angleterre. Donc construire des grands bateaux, c'est un véritable enjeu géopolitique. On pourrait associer cet enjeu-là, si vous voulez, à le fait de posséder des porte-avions et des sous-marins nucléaires aujourd'hui. Alors dans une dernière réflexion, il va falloir poser la question des Lumières du XVIIIe siècle et de leur rapport à la nature, qui sont quand même la plupart du temps dans un rapport de conquête et de la nature doit servir les intérêts de l'homme. Et ça va se répercuter jusque dans la Révolution et le bonapartisme, où les pollueurs sont condamnés sans réellement que ce soit la pollution qui est condamnée, c'est plus pour la gêne occasionnée au reste de la société que pour la protection de la nature. On commence ici une deuxième partie qui est une réflexion sur la protection de la nature, mais dans une idée de conservation des espaces naturels, hein, en vue de leur exploitation ou de leur utilisation par des humains. Le but, c'est pas de protéger des espèces en particulier. Ici, je vous ai mis le grand bison d'Amérique du Nord, qui a été exterminé en partie. Et c'est pas réellement sa protection qui était au centre des préoccupations américaines quand on a créé le parc de Yellowstone. Alors pour bien comprendre cette notion de sanctuarisation de la nature, il faut bien voir que sanctuariser, c'est couper du reste de la société les espaces naturels et empêcher leur exploitation par l'homme. Ça ne veut pas dire qu'on se soucie de l'environnement en général. Et donc là, on a aux États-Unis une conscience très forte de la qualité exceptionnelle de la nature et de son caractère sauvage, les fameux espaces vierges du Wild West. Ça aboutit à la création de Yellowstone en 1872. Alors, dans la suite de cette sanctuarisation, on a tout le courant qui est derrière ce monsieur qui s'appelle John Muir, M-U-I-R, qui est le courant conservationniste qui va vouloir préserver les espaces sauvages de l'Ouest de manière totalement artificielle, hein, c'est-à-dire parfois en éliminant les prédateurs ou en chassant les populations amérindiennes. Et c'est sous l'influence d'un autre personnage qui est moins dans ce courant-là, Pinchot, que Theodore Roosevelt va créer plusieurs parcs. Alors, cette phase de sanctuarisation, on va la retrouver très présente dans le parc du Grand Canyon, fondamentalement, dans le parc de Yosemite en Californie, qui a d'ailleurs été le premier parc créé en Californie, mais qui deviendra un parc fédéral et non pas un parc d'État seulement bien plus tard. Donc le parc du Grand Canyon, ça fait partie de ces très grands parcs de l'Ouest américain où également on va très fortement contrôler l'activité des populations amérindiennes, et ça vous montre à quel point c'est complexe pour les États. On va vous montrer à quel point c'est complexe pour les États-Unis de gérer la présence des populations amérindiennes qui vivent dans ces espaces, tout comme le fait d'avoir à gérer justement la présence de prédateurs et d'animaux qui pourraient nuire à la vie des colons. Alors, il y aura tout un travail à faire par la suite sur les grandes conférences internationales pour l'environnement ou autre, mais dans un premier temps, au XIXe et au début du XXe siècle, on cherche surtout à protéger la santé des populations en limitant les dégradations causées à l'environnement, ce qui est un angle totalement différent en termes politiques de s'inquiéter du climat ou de l'environnement comme aujourd'hui.
Là, on s'intéresse aux santé des populations uniquement. Donc on a un mouvement qu'on appelle hygiéniste, hein, qui vient essentiellement du monde anglo-saxon, les Anglais, les États-Unis, qui incite les populations à prendre des bains de mer, s'aérer à la montagne. Donc la protection de la nature, de la qualité des eaux par exemple, ou de la montagne, devient un enjeu de santé. Et ça l'est toujours aujourd'hui si on réfléchit. Alors ce mouvement, il va gagner la France très rapidement, ça va aboutir d'ailleurs à la construction de tout un tas de stations touristiques, mais ça va changer le rapport des gens à la nature. On s'est d'abord soucié de l'eau en termes de centre de préoccupation pour les affaires publiques, pour l'État, les autorités, parce que la qualité de l'eau et de la pollution urbaine notamment avait un impact important sur la santé. Aussi le fait d'avoir des odeurs nauséabondes, des choses comme ça. Si on prend les canaux de Lille qui ont fini par être comblés, ou la qualité de la Seine dans les années 60-70, ou celle des Grands Lacs comme à Chicago. Alors ces mêmes préoccupations sanitaires, elles l'emportent là aussi au XXe siècle avec l'interdiction des produits les plus dangereux pour la santé, même si ça prend énormément de temps. Vous avez qu'à suivre l'histoire de la lutte contre le tabac, c'est complexe. Donc le DDT, c'est souvent un exemple qui est cité dans la mesure où c'est un produit très nocif pour la nature et pour les êtres humains suspectés d'être cancérigène. Donc son interdiction n'intervient pourtant qu'en 1972. Donc à venir, assez rapidement, une vidéo qui va traiter spécifiquement sur les mobilisations internationales, la géopolitique de l'environnement, les différentes prises de conscience au niveau planétaire. D'ailleurs, on parlera aussi du rôle, hein, des ONG dans tout ça, pour évoquer des choses qui sortent un peu du cadre étatique. Mais voilà, j'ai voulu diviser le rapport des sociétés occidentales historiques jusqu'à cette période des années 70 pour en venir justement à traiter toute la période onusienne.